Mercredi 27 mars, nous sommes dans les thermomètres de la RDC, votre émission qui reçoit pour vous sur ces plateaux Joe Maele, habitué de cette émission, est Prince Itokola. Il est cadre du parti UND, avec qui nous allons débattre autour d'un thème capital pour la patrie. Exprimez-vous. C'est la voix que nous allons donner à tout le monde dans cette émission pour s'exprimer autour des différents sujets que nous allons aborder dans cette émission. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous. Prince Itokola, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Joe Maele, bonjour. Bonjour, cher Cédric. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, pour la patrie, exprimez-vous. Je voudrais qu'on commence avec un sujet capital. Exactement. C'est que nous sommes appelés à Kinshasa. C'est au quotidien qu'il y a des situations que nous sommes en train de rencontrer chaque matin, chaque soir. Des embouteillages, les banditismes urbains, les inondations, les embouteillages, difficultés de transport, on n'en parle pas. Mais face à tous ces problèmes, bientôt, les grands électeurs vont aller nous choisir les prochains locataires de l'hôtel de ville de Kinshasa. Mais ça pose un problème. Les gens ont toujours posé cette question de savoir quel profil pour celui qui pourra remplacer, qui doit remplacer justement Gentil Ngobila. Waouh, merci pour votre question. C'est une question très majeure parce que nous sommes à l'aube des élections de gouverneurs en général. Mais laissez-moi un peu clignoter quelques secondes pour plébisciter dans cette même dynamique où nous parlons de la patrie. Vous savez, à chaque fois qu'une personne porte la voix de la RDC à l'extérieur du pays, c'est une personne à plébisciter. Et je suis en train de plébisciter Mme Yvette Angoussi qui a porté l'étendard de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays, précisément aux États-Unis, là où elle a participé aux 68e sessions des statuts de ONU Femmes. Donc je pense que quand le drapeau de la RDC est porté à l'extérieur du pays comme ça, c'est là aussi est un élément qui exprime le patriotisme et l'amour qu'on a envers sa nation. Alors je rentre rapidement à votre question pour dire que si je dois placer des critères, je serai un peu très rigoureux. Mais moi, par un élément. C'est que la personne qui doit gérer la ville de Kinshasa doit être une personne d'abord ambitieuse. Vous savez, les ambitions font la grandeur d'une personne. Les ambitions font à ce que la personne ne voie pas des entraves ou des obstacles. Kinshasa est une ville qui est remplie des obstacles et des entraves au regard de sa situation dans tous les niveaux. Alors, la personne qui doit gérer Kinshasa doit être une personne très ambitieuse. Vous savez, aujourd'hui, vous avez parlé de transport. Vous parlez du banditisme urbain. Alors, c'est une personne qui doit apporter une touche novice dans ces choses-là. Il y a certaines personnes qui disent que pour être gérer Kinshasa, il faut être quinois, tout ça. Moi, je ne vais pas m'affilier dans cette logique. Mais ma logique, c'est qu'il faudra être ambitieuse en nous apportant des politiques qui sont très novices au regard de ce qu'il y a comme demande. Vous savez, celui qui doit être gouverneur de la ville de Kinshasa doit apporter un répondant aux aléas de la ville-province de Kinshasa. Au-delà d'apporter un répondant, il doit apporter aussi sa touche. Sa touche, c'est ses idées novices pour la ville-province de Kinshasa. J'ai toujours dit, par exemple, prenons le problème des transports. Une personne qui doit gérer Kinshasa doit réfléchir sur comment innover dans le monde des transports dans la ville province de Kinshasa. Nous utilisons les voies terrestres en général. Il faudrait seulement se confiner dans ces voies terrestres pour permettre aux Quinois de se mouvoir. C'est lui qui doit venir voir dire, bon voilà, il y a les fleuves, il y a les voies ferrées. Pourquoi pas utiliser cela pour permettre aux Congolais de se mouvoir? Mais les voies ferrées aujourd'hui, c'est un état de délabrement très avancé. Mais je pense que l'état de délabrement, oui. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on puisse arranger ou l'améliorer? Parce que si on parlait de l'inexistence des voies ferrées, ça allait être autre chose. Mais il y a déjà des voies qui sont là. Il faudrait seulement apporter la touche qualitative. Il faudrait arranger. On a déjà eu à réfléchir sur ça? Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous avions un problème des
de concentration de la masse démographique de la ville province de Kinshasa. Il y a ces jours, j'ai fait trop de navettes vers Tchangou là-bas. J'ai vu combien il y a des espaces verts. Je vous dis, j'étais en train de réfléchir à mon frère intérieur. J'ai dit, si Kinshasa déjà a une superficie grandissime comme ça, il y a des espaces verts, je vous dis, vastes. Il suffit simplement de réfléchir. Et je vous donne encore un exemple. Je donne des exemples aujourd'hui pour faire comprendre à ceux qui doivent gérer la ville de Kinshasa. Les Quinois consomment du pain comme de l'eau. Du pain comme de l'eau. Mais si aujourd'hui, pour rivaliser les Indo-Pakistanais, parce que le domaine de la panification, c'est entre les Indo-Pakistanais et d'autres expatriés. Si on nous construisait 2 ou 3 grandes boulangeries vers Maluku là-bas ou vers Nsele, déjà, ça va donner du travail aux Congolais. De deux, ça va rabaisser la concurrence. Parce que si l'État a un pain, ou la ville province de Kinshasa qui incarne l'État, a un pain moins cher que les expatriés, dans les marchés, les expatriés vont suivre l'État pour vendre leurs produits. Mais Diomaye, c'est parmi des projets longtemps attendus, surtout avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais jusqu'ici, ça reste encore une question pendante à laquelle il n'y a pas de réponse. Moi, je pense que l'État se gouverne comme la forme que nous avions. Nous sommes dans une décentralisation. Dans la décentralisation, à chaque niveau où il y a émiettement du pouvoir, chaque autorité a une certaine responsabilité. Vous n'allez pas dire au président Tshisekedi de construire les usines de pain ou les boulangeries. Vous n'allez pas dire au président Tshisekedi d'améliorer la qualité du transport dans la ville province de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'on a un président Tshisekedi en miniature de la ville province de Kinshasa, qu'on appelle M. Ngobila, qui représente le gouvernement du point de vue provincial. Donc, il a cette autonomie. Lorsque vous étudiez les territorialités qui sont décentralisées, on appelle leur manière de faire les choses. Ils ont l'autonomie de gestion, ils ont l'autonomie organisationnelle, ils ont l'autonomie budgétaire. Donc, ils peuvent s'auto-organiser eux-mêmes, sans pourtant attendre le pouvoir central. Certes, la Constitution oriente comment est-ce qu'il y aura partage des pouvoirs entre les territorialités et le pouvoir national et le pouvoir central. Mais, à un certain niveau, ceux qui sont à la gestion de provinces comme territorialité, ils ont cette autonomie. Je vous donne un exemple pour terminer. Par exemple, à la province du Lualaba, vous avez vu comment est-ce que Mme Fifi Masuka agit. Elle qui était gouverneure ad intérim pendant 2 ans et demi, mais il a posé des actions plus que certaines personnes qui ont eu un mandat de 5 ans. Regardez la gestion de Lualaba sous Fifi Masuka, regardez la gestion de Kinshasa, il n'y a pas match. Pourquoi? Parce que Fifi Masuka, c'est une personne qui a été très ambitieuse. C'est une personne qui a dépassé les limites. Et c'est une personne qui a apporté sa touche qualitative. C'est pourquoi lorsqu'on parle à chaque fois de Fifi Masuka, j'aime bien parler de son équipe restreinte, de Yvette Angoussi, des gens qui ont apporté une gestion orthodoxe et catholique de la ville du Lualaba. Et je pense que si on prend le modèle du Lualaba, du développement du Lualaba, comme paradigme pour impulser le développement dans les 25 autres provinces, je pense que cela sera positif et vous allez comprendre que nous allons avoir un développement linéaire dans toutes les provinces. Merci beaucoup, Diomaye. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci. Et j'aimerais aussi, il y a un surnom oracle et politologue. Bah, ça arrive. Merci beaucoup. Ça arrive. Prince Itoko, là, je vous donne la parole, mais bien avant, c'est de revenir, avant qu'on parle du prochain remplaçant de Jean-Denis Ngobila, j'aimerais qu'on revienne, parce que comment peut-on parler de l'avenir sans toutefois se référer du passé, par exemple. Aujourd'hui, il semble qu'il y a eu des défis majeurs auxquels le gouvernorat sortant n'a pas pu répondre. Est-ce que vous partagez l'avis? Oui, il y en a plein. Pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, d'ailleurs, qu'il fallait faire d'ailleurs. J'ai religieusement suivi mon frère Diomaye quand il soulève certaines questions qui sont nécessaires pour cette ville de Kinshasa. Je prends la question des transports. Aujourd'hui, c'est un problème trop sérieux.
vous allez comprendre que lorsque les législateurs ou les savants mettent une différence entre la loi et l'édit, c'est en connaissance des choses. C'est qu'ils savent que certaines autorités doivent prendre ceci et certaines également doivent prendre ceci. Ce qui veut dire que dans une province, il nous faut des personnes capables pour prendre des décisions qui peuvent porter quelque chose à la ville. Je prends l'hypothèse des transports. Nous avons connu le problème des transports durant tous ces 5 ans ici. Vous allez voir, depuis ces 5 ans, les transports augmentent comme pas possible. Et chaque jour, il y a ceux qui fixent leur prix comme ils veulent. Nous avons le problème du banditisme. Là, il ne faut pas l'ignorer. Parce que là, nous ne pouvons pas voir la personne du président de la République comme disait mon frère. Pourquoi? Parce que le pouvoir est décentralisé. Chaque entité a sa responsabilité. Et dans chaque entité, il y a une autorité établie, c'est-à-dire il y a un responsable dans chaque entité. Et lorsqu'il y a une situation, bien avant de regarder au sommet, on voit d'abord les responsables de cette entité. Bien sûr, mais lorsque ces responsables ne parviennent pas à bien régler le problème, n'est-ce pas qu'on fait appel alors à ce moment-là au président de la République, par exemple? Le président de la République, oui. Le président de la République est là pour donner des orientations. C'est que je peux dire des grandes lignes. Il donne et il attend l'exécution. Et ceux qui seront dans les affaires, parce que vous savez que la République, surtout notre pays, là, le pays comme le nôtre, c'est un grand pays qui ne serait pas géré par une simple personne au centre. Sinon, on changerait même le nom de la République. Mais on a dit nous sommes un pays, une république décentralisée. C'est-à-dire que la responsabilité partagée, bien que toutes ces entités-là rendent rapport au centre. Mais au moins, chacun a ses responsabilités. Nous avons un deuxième problème, c'est les troisième problème, nous avons parlé du transport, nous avons parlé de quoi? Nous avons le problème des hausses des prix dans les marchés. Oui, justement. C'est un problème trop sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réglementation claire, je peux dire, ou rigoureuse. Même dans le secteur des transports également. Même dans le secteur des transports. On nous a trompés ici avec les trucs, on disait non, on a réglé, on a fixé les prix des transports. Qui a respecté? C'est parce que nous avons connu des gouverneurs, des dirigeants commerçants. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus. Et c'est pour cela que nous voulons quelqu'un qui est conscient pour travailler réellement pour l'intérêt de cette ville. Vous savez, j'ai toujours dit, la ville de Kinshasa, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est le miroir de toute la République parce que c'est la capitale. Vous verrez que même lorsqu'on parle d'un pays, on parle plus de sa capitale. On ne parle vraiment pas de pays. Quand on parle du Congo, on parle du Congo-Kinshasa. Ce qui veut dire que c'est Kinshasa qui représente le Congo, qui fait l'image du Congo. Alors, quand on arrive à trouver des gens incompétents, comme je peux dire, ou carrément qui n'ont pas de volonté pour aider la ville, ils doivent dégager et laisser à autre personne le travail. Une thèse, c'est sur le choix des prochains animateurs de la ville de Kinshasa. Il y a certains qui se basent sur en tout cas l'aspect sociologique. Est-ce que vous soutenez aussi cette thèse? Le prochain dirigeant ou bien les prochains gouverneurs de la ville de Kinshasa doivent sortir du Bandundu, du Bas-Congo. Voilà. Est-ce que vous soutenez aussi cette thèse? Bon, je ne soutiens pas totalement. Pourquoi? Parce que c'est comme si nous voulons renforcer les tribalismes. Ce qui veut dire que pour diriger peut-être à l'Équateur, il faut être de l'Équateur. Oui, dans d'autres hypothèses, ça peut être comme ça. Pourquoi? Parce que la population peut comprendre les siens. Genre, parce qu'il est le nôtre, c'est un Quinois comme nous, on peut le comprendre facilement. Mais c'est là aussi, lorsqu'on est autorité, on doit avoir une capacité de convaincre et surtout de diriger. Nous ne pouvons pas soutenir totalement cette hypothèse. Sinon, cette hypothèse, moi, je crois que ça renforce le fait du tribalisme que le président de la République ne veut pas surtout, ne veut pas. Mais seulement aujourd'hui, si on dit peut-être que les prochains gouverneurs, peut-être de Bandundu ou un Quinois en tout fait, c'est par rapport peut-être qu'ils maîtrisent les réalités dans la vie de Kinshasa. Dans cette hypothèse-là, et là, on peut dire, en quelque sorte, le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa doit être quelqu'un, un Quinois, qui maîtrise aussi les problèmes quinois.
Bien évidemment, mais attention, maîtriser les problèmes quinois. Je prends l'exemple du monsieur Jantini Ngobé. C'est un quinois. Mais il n'a rien fait. Le problème, c'est de la tête et la volonté, comme le disait mon frère. La tête et la volonté, apporter les innovations. Il faut rêver pour cette ville ici. Ce n'est pas question d'être quinois ou comment. Il faut avoir un programme apaisé, un programme lourd pour cette ville. Et vous verrez que, en tout cas, d'ailleurs, moi, j'ai suivi parce que c'était votre question à l'émission passée, oui, par rapport aux conquérants de cette ville. Vous avez parlé de Déo et Daniel Bumba. Oui, voilà. J'ai essayé de lire leur programme, mais moi, je trouve que la personne qui peut avoir le profil, c'est Daniel Bumba, jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Prince Itoko. Je donne la parole à Joe Maïlé en attendant qu'on reçoive le troisième invité qui est déjà avec nous ici. Joe Maïlé, j'ai parlé tout à l'heure de certains qui se basent sur un soubassement sociologique, mais il y en a d'autres également qui disent peut-être que non, le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa doit être issu d'une famille politique ayant beaucoup de députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. N'est-ce pas aussi logique? Deux narratifs qui nous montrent des contextes différents, les narratifs politiques et un narratif sociologique. Je commence par les narratifs. Ce qui peut passer pour moi, c'est les narratifs politiques, pas les narratifs sociologiques, parce que le narratif sociologique est un frein pour la bonne gestion et la compétence. Alors, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous nous parliez des clivages sociologiques, que Kinshasa doit régorger un gouverneur qui provient du Congo central ou du Bandundu, je pense que cela met un frein. Je pense que cela met un frein à la compétence, mais aussi un frein aux exigences de qualité. Parce qu'aujourd'hui, auparavant, nous étudions dans les universités où on adoptait que les personnes d'une certaine appartenance ethnique, il y aurait discrimination. Nous ne sommes pas aussi au moment de l'apartheid ici. Ne ramenez pas l'apartheid dans la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas au regard de tout ce que nous avons vécu dans les passés. Je comprends. Mais vous savez, les passés doivent nous apprendre. L'histoire, lorsque nous la définissons d'une manière très basique, l'histoire est une science qui étudie les événements passés de l'homme depuis son apparition sur la Terre jusqu'à nos jours. L'objectif de l'histoire nous apprend à connaître les passés pour mieux vivre le présent et arranger notre futur. Il nous apprend à connaître les passés pour mieux vivre le présent. Je parle dans ces contextes-là. Nous apprenons le passé. Le passé, ça signifie la gestion de la vie de Kinshasa au regard des clivages politiques. Comment ça a été? Ça a été une gestion bonne, une gestion catholique, une gestion deuxième, une gestion orthodoxe. Alors, sur le regard de ces éléments, si le clivage politique n'a pas été un élément d'impulsion pour le développement de Kinshasa, je pense qu'il faudrait les mettre de côté. Aujourd'hui, on va interdire à une personne qui a les compétences, une personne qui peut servir la République démocratique du Congo au nom d'un clivage quelconque. Et puis, il ne faudrait pas faire une certaine discrimination du fait que la RDC a 26 provinces. La RDC, dans ces 26 provinces, il y a plus de 400 tribus, 200 ethnies. Vous prenez 26 moins 2, ça vous fait 24. Vous excluez 24 provinces, 24 têtes sur 2. Entre 24 et qu'est-ce qui est majoritaire? Partons un peu dans l'arithmétique. Vous allez comprendre que les personnes, aujourd'hui, le monde avance, mon cher frère. Quand une personne se base sur un clivage ethno-tribal, il faudrait comprendre la dimension intellectuelle de ces messieurs. C'est un petit monsieur. Moi, par exemple, dans ma vie, depuis que nous nous sommes connus, je n'ai jamais connu ton appartenance tribale. Et je n'aurai aussi jamais besoin de te connaître. Pour moi, c'est les rendements que nous avions. Le professionnel que tu me donnes et le professionnel que je te donne, ça s'arrête là, cher frère.
Donc, il ne faudrait pas se baser. Vous voyez, je vais vous donner des exemples les plus concrets. Avant M. Ngobila, nous avons connu les transports urbains, Transkin. Après M. Ngobila, est-ce que les Transkin existent? Il y a des choses qu'il faudrait se dire qu'au regard du passé, ça ne doit plus être vécu. Ça ne doit plus être vécu. Vous nous parlez aujourd'hui des... je vous ai parlé des transports, les ferroviaires. Est-ce que pour avoir un transport ferroviaire au Congo, particulièrement à Kinshasa, il faudrait toucher le ciel? Non. Il suffit de... Vous savez combien... Posez-vous la question. Vous savez combien Kinshasa fait dans la fiscalité? Est-ce que Kinshasa est dans la capacité si le clivage ethno-tribal était un élément nécessaire, majeur pour le développement de Kinshasa, aujourd'hui Kinshasa n'allait pas être inondé. Si le clivage était important. Donc je pense que si on doit réfléchir, moi j'aime bien le président Tshisekedi qui autour de lui ne se base pas sur les clivages ethno-tribal. Moi, à mon humble avis, cette personne qui doit gérer Kinshasa, comme je vous ai dit, je ne veux pas citer les noms, mais ça doit être une personne ambitieuse. Moi, j'ai vu, particulièrement, je suis en train de voir plusieurs dames qui sont en train d'exceller dans cet art. Moi, je voudrais bien voir aujourd'hui Mme Mariette Ouamou gérer Kinshasa. Bon, malheureusement, elle n'est pas candidate, mais au regard de ce qu'elle présente ou ce qu'elle propose à la population congolaise, à la population quinoise, vous verrez que c'est une dame qui est très dynamique, une dame qui est très ambitieuse, une dame aujourd'hui qui aujourd'hui reflète les compétences et les qualités. Donc c'est ça que nous avions besoin. Donc nous n'avions pas besoin de clivage ici. Si le Congo a besoin de clivage, vous allez détruire notre Congo. Merci beaucoup, Joe Maélé. Je donne la parole. Bon, nous venons à peine de recevoir sur ce plateau Marius Moubalama. Il est proche de Denis Mukwege. Il est également analyste politique. Marius, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Permettez-moi de commencer par présenter mes excuses à nos téléspectateurs qui attendaient notre présence depuis, mais malheureusement, on est en retard, on s'excuse. Ce retard n'est pas dû à notre propre volonté. Vous savez que nos routes sont jonchées de nids de poules à tous les niveaux, ce qui occasionne des embouteillages ici et là. Du coup, on ne sait pas rouler comme il se doit, mais également aussi les coûts de transport qui haussent à tout moment. Quand vous avez prévu, par exemple, 1000 francs pour payer une course et vous arrivez à l'arrêt, on vous dit que cette course-là revient à 2000 francs. Donc, vous êtes obligé de rester encore à l'arrêt pendant un long moment jusqu'à ce que les transports qui correspondent à votre revenu, à ce que vous avez prévu, puissent arriver. Voilà les conséquences maintenant. Et ça fait que nous arrivions sur le plateau avec un grand retard. Et tout ça, c'est sous la responsabilité de ceux qui ont gouverné la ville. Qui ont déjà gouverné la ville, parce que les routes dont je parle ici sont des routes qui sont sous la responsabilité à la fois de l'hôtel de ville, et il y a d'autres routes aussi qui sont sous la responsabilité du gouvernement. Mais toutes ces routes-là ont des problèmes sérieux. Et permettez-moi de le dire, j'ai compris aussi qu'on ne sait pas comprendre quelles sont les priorités de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui. La circulation devient un casse-tête à Kinshasa. Et là, la mission régalienne qui est du pouvoir, c'est de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens, n'est pas vérifiée. À Kinshasa, on n'est pas libre dans nos circulations. L'homme et les biens, ils n'ont pas cette liberté-là de circuler comme ici. Justement, vous êtes entré déjà dans les bains de notre premier sujet. Mais voilà pourquoi je profite de cette occasion, parce que vous avez relevé les causes qui sont devenues majeures aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Il y a inondation, il y a embouteillage, il y a hausse des prix de transport. Tout ça, ce sont des problèmes. Mais autour de tout ça, on se pose la question de savoir, certains disent qu'il faut que les prochains locataires de l'hôtel de ville de Kinshasa doivent être quelqu'un issu d'une famille politique qui a beaucoup de députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour éviter tout ce que nous avons vécu avec tous les organes délibérants de la RDC, où vous allez voir des guerres entre les gouverneurs et les députés provinciaux. Comment vous trouvez cette hypothèse? Monsieur le journaliste, monsieur Baron, je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais permettez-moi quand même, mais vous n'êtes pas obligé de répondre.
quelle est cette disposition de la loi, de la Constitution, qui dit que pour être élu gouverneur, il faut être issu d'un parti politique qui a plus de députés à l'Assemblée nationale. Selon l'expérience, l'Assemblée provinciale. Selon l'expérience, nous avons vécu que non, vous allez voir, il y a des guerres entre les gouverneurs et l'Assemblée provinciale. S'il vous plaît, messieurs les journalistes, vous pouvez être ici de la majorité au sein de l'Assemblée. Si vous êtes incompétent, si votre gestion est opaque, vous aurez toujours des problèmes sérieux avec les députés provinciaux qui ont pour mission de contrôler votre action. Mais si votre gestion est transparente, vous rencontrez les aspirations de la population. En quoi est-ce que les députés provinciaux vont être contre votre action ou bien votre façon de gérer? Donc, à la base, il faut avoir un programme. Un programme bien planifié dans le temps et dans l'espace et bien budgétisé dès le départ. Cette histoire d'être ici d'un parti politique majoritaire au sein de l'Assemblée provinciale, c'est ce qui ne nous a pas aidés. C'est ce qui n'a pas aidé la ville de Kinshasa à décoller. Il y a des gens qui n'ont pas été de la majorité, mais qui ont une vision, qui ont une vision pour la ville de Kinshasa. Mais ils pensent qu'ils ne sont pas ici de la majorité. On a eu à voter des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de programme, qui n'avaient pas de plan pour la ville de Kinshasa. Et les conséquences sont aujourd'hui réelles. Parmi les critères pour être candidat gouverneur, il y a celui d'être congolais, d'avoir la nationalité congolaise. Oui. Donc, tout Congolais, de tout bord, peut être candidat au gouvernorat de n'importe quelle province, qu'il soit originaire ou pas, s'il est dans son pays. Il suffit seulement d'en avoir un projet bien structuré. Je vais vous donner un cas très révélateur. En 2011, il y a eu l'honorable Kikanda Villa Kikonde, je crois. C'est un Ekongo. Il fut gouverneur du Nord Kivu lorsqu'on a eu à faire la répartition ou bien à diviser les Grands Kivu. Il a été gouverneur du Nord Kivu. Ce monsieur, je crois que c'est pas à 84, ça doit être à 86. Il a gouverné la province du Nord Kivu. Et si la ville de Goma est aujourd'hui, a une réputation et aimée, la source, c'est ce Nekongo-là, Villa Kikonde. Il a travaillé pour cette province-là, il a tracé des routes, il a construit des édifices publics. Donc, il a travaillé pour le bien-être. Et c'est là dans une logique de long terme. Et après, il était parti. Plus ou moins, s'il vous plaît, 25 ans après, il revient candidat député national à Goma. Et non pas à Matadi. Je dis bien à Goma. Pour y avoir travaillé et y avoir laissé des traces, messieurs les journalistes, et avoir laissé des traces. Il est revenu et le monsieur a été le maire élu de la ville de Goma en 2011. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Rentrés à Kinshasa. Ils se sont mis ensemble et à conquérir des gouverneurs, des députés nationaux du Nord Kivu. Le même monsieur a été élu le président de ces conquistes-là. Mais pourquoi? Mais parce qu'il il avait bien travaillé. Vous voyez, il avait bien travaillé à son temps. Et la population a aujourd'hui, en fait, les œuvres indélébiles de ce monsieur continuent jusqu'aujourd'hui à résonner dans la ville de Goma. Il avait un programme, il était un patriote, il était un redevable. Et pour gouverner la ville de Kinshasa, il faut être un redevable, il faut être un patriote. Et cela est de la responsabilité, s'il vous plaît, de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux. Mais malheureusement, au regard des élections que nous avions connues, le 20 décembre 2020, que Dr Mukwege a rejeté en bloc, je ne vois pas cette Assemblée provinciale-là de nous produire ou bien de voter un gouverneur qui sera à mesure de relever des défis. Parce que la ville de Kinshasa, il faut le reconnaître, est à un niveau très très critique. Et celui qui sera élu comme gouverneur, qu'on doit élire comme gouverneur de Kinshasa, il doit être quelqu'un qui connaît les problèmes de Kinshasa. Et les problèmes de Kinshasa sont multiformes. L'insécurité à Kinshasa bat son plein. La famine à Kinshasa laisse à désirer. Ouais. Les problèmes administratifs sont le vécu quotidien. Si vous allez à la commune, dans nos différentes communes à Kinshasa, les agents de l'administration publique dans les communes sont devenus des commissionnaires. Quand vous allez chercher un document, vous ne savez pas il faut payer auprès de qui et ces documents coûtent combien.
Déjà là, on vous reçoit sur la chaussée, sur la route. C'est là où que vous donnez de l'argent. Donc il y a donc il y a écoulement des recettes publiques dans la ville de Kinshasa. Les routes, l'urbanisation dans la ville de Kinshasa, ça pose un problème. Regardez tous les lotissements à Kinshasa après l'époque coloniale. Ça pose un problème sérieux. Et pourtant, quand il y a lotissement, n'est-ce pas, avant qu'on installe les populations dans ces nouveaux lotissements-là, le gouvernement ou bien l'hôtel de ville doit prendre des dispositions. Ils mettent de l'eau, ils construisent des routes et réserver des espaces publics pour l'État. Donc là, on peut construire les églises, là, on peut construire des écoles, là, on peut construire des terrains de football pour la jeunesse. Mais tout cela, ça n'existe pas. Ça veut dire que l'urbanisation déjà pose problème à Kinshasa. Donc il nous faut un homme qui va intégrer tous les problèmes et qui a un programme déjà bien planifié sur les 5 ans. Parce que le mandat est de 5 ans. Je vais vous donner un cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Kinshasa. La route magasin vers Ipen, en passant par l'avenue Ngouma. Je ne sais pas si je peux appeler ça réhabilitation, je ne sais pas si je peux appeler ça construction. Quand vous voyez la façon dont le travail est en train d'être fait, vous comprendrez que c'était quelque chose qui n'était pas planifié, qui est fait à l'avant-vite. Et du coup, ça rend très compliqué la circulation de la population. Quand vous êtes en magasin à 2 heures de pointe, pour entrer à Ipen, il faut payer 5 000 francs. Vous pouvez vous imaginer cette calvaire-là de la population? Sur quel revenu qu'on peut payer une course de moins de 30 minutes à 5 000 francs à Kinshasa? Et donc, cette histoire-là de dire que non, il doit venir ici d'un parti politique, on doit tenir compte de la situation socio-politique ou bien géologique. Non, il faut être d'abord congolais. Si vous avez l'amour de Kinshasa, vous avez un bon programme pour la ville de Kinshasa, postulez, soyez candidat, et la responsabilité revient aux députés provinciaux. Et par là, je voulais ainsi, permettez-moi, de saluer la décision qui a été prise par le chef de l'État, qui a intimé l'ordre au ministre de Justice de suivre cette situation-là de corruption au sein des assemblées provinciales. Mais mon inquiétude est que les décisions ont été prises, les ordres ont été toujours intimés, mais le suivi pour l'application ne suit toujours pas. C'est ça l'inquiétude. Ouais. Donc on prend des décisions, qui semblent être creuses, et dans l'application, on ne sait pas le vivre. C'est ça, en fait, la difficulté qu'il y a dans notre pays. Merci beaucoup, Marius Mbalama. Je rappelle que vous êtes proche de Denis Mukwege, analyste politique aussi. Je donne la parole à Prince Itokola. Vous avez suivi tout à l'heure Marius qui parle des doutes sur les prochains locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa qui pourra redorer les blasons parce que déjà l'Assemblée provinciale de Kinshasa, selon lui, est issue d'une élection qu'on parlerait des parodies électorales, qualifiées de tous les péchés d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, sur ce point-là, il a raison. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre les rumeurs qui circulent aujourd'hui. On dit les 100 000, hein. On nous dit oui, 100 000 dollars, 80 000 dollars qui circulent pour une voix. Bon, je pense qu'avec cette alliée et que nos députés là, ce sont nos représentants. C'est-à-dire, ce sont eux qui doivent donner notre image. Et lorsqu'ils arrivent à être corrompus comme ça, c'est ça notre malheur. Donc, nous ne soutenons pas cette alliée. Nous voulons accepter. Et d'ailleurs, moi j'aurais dit préférer ou proposer que les gouverneurs soient élus par le peuple lui-même. Pourquoi? Pour éviter, lorsqu'on donne ces mandats à nos représentants, donc ils s'en abusent, donc on n'en profite pas. Parce qu'on suppose déjà que pour être élu, il faut peser, il faut avoir autant de députés là-bas, ou à la mesure du possible, il faut avoir des frics. Un gouverneur qui dépense au moins, si c'est 500 000 dollars pour être élu, je ne pense pas, combien il en avait. Ça c'est déjà un investissement. Et pensez-vous que quelqu'un comme ça sera-t-il redevable? Non, il ne sera pas redevable parce qu'il a payé, il a acheté le mandat. Donc,
D'ailleurs, de son entrée, il va chercher comment récupérer son argent. Et le temps de récupérer son argent, là, c'est le temps de travailler pour l'intérêt de la ville. Donc, ça ne profite pas à la ville. Moi, j'estime que si bel bien cette nouvelle du président ou cette instruction du président de la République est arrivée aux députés, les députés doivent faire preuve de cette rigueur-là. C'est-à-dire qu'ils doivent éviter toute manière ou toute façon d'être corrompus à tout moment pour nous donner les gens qui ne méritent pas, les gens que nous n'avons pas donné confiance ou que nous n'avons pas donné mandat. Donc c'est ça les vrais problèmes, parce que vous avez les problèmes de gouverneurs ici. Moi, je me suis toujours dit, lorsqu'on dit c'est le choix des peuples quinois, quel est le peuple quinois qui a choisi ces gouverneurs? Aussi longtemps qu'il y a ici, c'est un groupe de gens qui l'ont choisi par rapport à la corruption, peut-être. Parce que ces personnes-là, ils sont représentants du peuple. Mais ils sont représentants du peuple. Ceux qui circulent aujourd'hui, c'est le peuple qui corrompt, qui donne cet argent. Non, ce n'est pas le peuple. Ce sont eux qui font ces manœuvres pour compromettre la vie de tout un peuple durant 5 ans. Les 5 ans, vous savez, le temps, c'est une notion qu'on ne peut pas oublier. Vous allez comprendre que même lorsqu'on veut commencer la colonisation, lorsqu'on veut décoloniser, on commence par gérer ton temps. Lorsqu'on gère déjà ton temps mal, lorsque ton temps est mal géré, tu es colonisé, tu ne sauras pas t'en sortir. Et lorsque nous prenons déjà les 5 ans, nous les jetons dans la boue peut-être, vous ne trouvez pas que c'est difficile. C'est difficile de s'en sortir. La vie de Kinshasa, mes frères venaient de les soulever. La vie de Kinshasa fait preuve de beaucoup d'obstacles. Nous avons un problème de transport. Nous avons un problème de route. Nous avons un problème de ventre. Mais tous ces problèmes-là, et nous avons un problème même de la population. Aujourd'hui, la population à Kinshasa, on ne sait pas compter la population à Kinshasa. Et d'ailleurs, si nous avons un problème même pour savoir qui entre dans la ville, qui sort, on ne le sait pas. Or, c'est une ville qui doit être très sécurisée. Lorsqu'il y a un inconnu ou un étranger ou quelqu'un de notre pays mais qui vient d'une autre province, doit être identifié, savoir combien de temps il doit faire dans cette ville. Et à l'époque, ça nous a aidé. Même quand on parle des problèmes de transport aujourd'hui, moi je pense qu'avec cette population, vous allez comprendre, allez-y seulement à Bitabé, là où il y a la frontière. Allez-y à Bitabé, allez-y même à Rompin, là où le bus qui vient de partout ailleurs. Vous verrez combien entre ici, même ici à Libongo, ici vers le port là-bas. Vous verrez combien de populations entrent. Mais avec cette population qui augmente, qui ne fait qu'augmenter, nous ne sommes pas égoïstes de cette ville. Mais au moins, c'est une ville qui doit représenter toute la République avec cette population qui entre et avec des mentalités, en fait, qui ne sont pas lavées. Parce que lorsque quelqu'un vient d'une autre province, des fois, il vient avec cette mentalité là-bas et ici, ça nous pose problème. Imaginez-vous quelqu'un qui laisse son lit, sa belle maison, à la province pour venir ici et dormir peut-être dans une voiture. Vous voyez pas que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui travaillait là-bas, mais qui préfère venir ici pour commencer à faire de n'importe quoi à la rue. C'est un problème. Ce sont des problèmes que les dirigeants de cette ville ici doivent en tenir compte. Mais sinon, on n'aura pas la solution pour cette ville. Nous aurons toujours des problèmes d'embouteillage, nous aurons des problèmes de transport, nous aurons des problèmes de la famille. Donc, ça serait compliqué. Donc, moi, je ne soutiens pas cette idée de corrompre ou d'acheter des voix. Et surtout de dire que non, pour sortir gouverneur, il faut être ici de la majorité, tout ça. Ça, c'est pour autoriser la corruption. Merci beaucoup, Prince Itoko. Là, je rappelle que vous êtes cadre du parti UND. Diomaye, on clôture ces sujets avec vous. Les gouverneurs étant représentants du chef de l'État, quelqu'un m'a dit ils doivent impérativement matérialiser sa vision qui était axée sur l'unité, la sécurité et la prospérité, comme l'avait bien souligné Félix Tshisekedi lors de sa campagne électorale. Est-ce que vous partagez cet avis? Ben oui, je partage cet avis parce que vous savez, ici nous sommes toujours dans les méandres de la gestion qui est échelonnée, le chef de l'État qui est le principal acteur, c'est lui le numéro 1.
a une vision globaliste de la gestion de la chose publique. Et cette vision ne doit pas aller de contraire avec ses généraux, ses collaborateurs qui sont des collaborateurs lointains, des collaborateurs proches. Et lorsque c'est lui qui est un collaborateur proche du chef de l'État ou direct, dans une territorialité quelconque, doit joindre son programme avec le voulu du chef de l'État pour concilier, pour faire une symbiose ou une certaine nourriture bonne. Mais je vais rentrer un peu en arrière seulement dans cette question des gouverneurs. La question d'être issu d'un groupement politique ou d'une famille politique pour être gouverneur, je pense que ça, ce n'est pas une question qui doit... à mon humble avis, je prends ça plus dans un angle politologique. C'est que ce n'est pas un mauvais cadre. Mais la manière dont on utilise ça, c'est ce qui devient mauvais. Vous savez, partout ailleurs, c'est ainsi. Nous sommes dans les méandres politiques, dans les champs politiques, où après un moment, on a un résultat. Tout ce que nous vivons, si nous parlons aujourd'hui des nombres de députés, c'est parce que nous venons d'un combat électoral qu'on appelle les élections. Et les résultats d'un combat électoral, c'est cette recette-là que chaque regroupement politique a eu aujourd'hui, qu'on appelle les députés. Et ces députés sont des atouts pour faire prévaloir dans la scène politique afin de gérer la chose publique. Donc, si on suit cette logique, ce n'est pas une logique qui est mauvaise, parce que c'est une logique qui s'applique dans tous les cieux, partout ailleurs, dans toutes les démocraties. Chaque parti, chaque groupement ou chaque méga plateforme politique doit faire prévaloir sa force au regard des députés. Et aujourd'hui, si vous dites que automatiquement, ceux qui ont plusieurs députés à l'Assemblée nationale, automatiquement le gouverneur proviendra dans cette famille politique, automatiquement c'est vrai. Mais la question qu'il faut se poser, dans cette famille politique, est-ce la sélection des personnes qui doivent gérer la ville-province de Kinshasa ou le gouvernorat? Cette sélection est démocratique. Parce que nous voyons dans l'autre cieux où, lorsqu'on doit sélectionner les candidats, on passe par ce qu'on appelle les primaires. Ça signifie on va faire des élections au sein d'abord du parti politique. Chaque élément ou chaque prétentieux candidat va se présenter d'abord à l'interne au sein du parti politique. On va faire ces élections primaires pour chercher cette perle rare. Alors, cette manière de faire les choses chez nous n'est pas existentielle. C'est pourquoi les choix de certains candidats sont des choix basés sur certaines appartenances, certaines affinités. C'est pourquoi aussi, il y a, lorsqu'on fait ces choix, il y a des gens qui crient de gauche et à droite. Mais faire prévaloir ses droits au regard de son poids politique, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Déjà, la Constitution, chez nous ici, dans son article 78, dit que le Premier ministre provient de la majorité parlementaire. Donc, ceux qui auront la majorité parlementaire auront le Premier ministre. Et automatiquement, le gouvernement est formé par ceux qui ont la majorité parlementaire. Ça, c'est textuel. Donc, ce n'est pas un péché. Le problème, c'est les cadres ou l'opérationnalité de cette manière de faire les choses. Il ne faudrait pas oublier, mon cher Cédric. J'ai toujours dit que nous sommes dans la scène politique. Il faudrait concevoir la politique comme un art. Et la politique comme un art, c'est ces champs de bataille-là qui fait à ce qu'il y ait une dialectique entre différentes personnes. Ces personnes qui doivent chercher le pouvoir et les personnes qui doivent la conquérir. Et dans cette dialectique qui est dualiste, il y a des méthodologies qui sont appliquées pour faire à ce que certaines personnes vont conquérir, certaines personnes vont le garder plutôt parce que c'est le pouvoir. Donc moi je trouve que dans cette approche politologique du pouvoir ou du combat politique, je l'apprécie, je le comprends très positivement. Donc ce sont peut-être certaines motivations qui ne sont pas pures, qui vont désorienter la chose. Donc moi je pense que c'est dans cet aspect des choses que je vais dire. Mais concernant la ville-province de Kinshasa, plus rapidement, nous voulons, comme j'ai dit, je ne cite pas les noms, nous voulons quelqu'un qui va être un répondant. Cette personne que nous allons appeler répondant aux problèmes de Kinshasa. Ici, lorsqu'on parle du président de la République, vous savez, au regard de nos textes, le président de la République n'a pas assez de pouvoir pour sanctionner le gouverneur.
il faut se poser la question, quand est-ce que le président intervient pour sanctionner le gouverneur? Déjà, vous nous parlez des députés provinciaux qui doivent voter les gouverneurs. Donc la légitimité des gouverneurs découle de l'Assemblée provinciale. Le président de la République intervient quand? Lorsque vous lisez l'article 197 de la Constitution, si je ne m'abuse pas, lorsqu'il y a une crise persistante entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur de province, le président de la République aussi n'intervient pas directement. Le président de la République doit consulter d'abord le Conseil des ministres qui va délibérer. Il va aller consulter les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Après ce processus de consultation, c'est le président de la République qui se prononcera par une sanction, une suspension au regard de ces personnes-là. Donc nous avons aussi un problème du fait que les gouverneurs ne sont pas élus, ne sont pas directement l'émanation de la population, du peuple, et du fait qu'ils sont l'émanation des grands électeurs, comme vous le dites, les députés provinciaux, il y a un problème. Et il faut aussi interpeller les créateurs de lois, que nous appelons les législateurs, le nouveau locataire de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas ouvrir les champs, permettre à ce que le peuple congolais soit lui-même la personne ou les personnes qui doivent, au pluriel comme si vous voulez, qui doivent voter le gouverneur. Cela va permettre à ce que la corruption baisse. Parce que une personne peut corrompre, parce que pour avoir, ici à Kinshasa, c'est 48. Pour être député, c'est 26. Une personne peut corrompre 26 personnes, mais une personne ne peut pas corrompre 10 millions de personnes. Vous voyez là où ça blesse. Donc, c'est aussi tout ce qui se passe dans la ville de province de Kinshasa, au Congo. J'ai toujours dit aux législateurs, ce sont vos éléments motivateurs pour créer des lois ou pour amender des lois. Un législateur, son soubassement ou ses soubassements au pluriel, ce sont les faits sociaux. Donc, tout ce qui se passe dans la société sont des éléments pour les transmettre comme des lois ou pour les intégrer dans les lois. Donc, c'est ainsi. Merci beaucoup, Joe Maélé. Je prends directement, je crois bien, les tout derniers sujets au regard de tout ce qui nous reste comme minute. On prend l'aspect sécuritaire et c'est la question que je vais commencer avec. Je commence plutôt avec Marius Moubalama sur cette question sécuritaire. C'est qu'aujourd'hui, malgré les jeux de ping-pong que nous sommes en train d'observer entre le Rwanda et la RDC autour de l'insécurité dans l'est du pays, le chef de l'État est en train de mener, il est sur tous les fronts diplomatiques et les fronts militaires, pour redonner à la RDC la paix, surtout dans sa partie est, et puis mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la République. C'est pour cette raison que le chef de l'État a échangé également avec son homologue soudanais, Salva Kiir. Ils ont échangé autour de plusieurs questions, notamment cette question de l'Est était d'ailleurs primordiale. Mais on se pose la question, au regard de tout ce que le chef de l'État est en train de fournir comme effort et tout ce qui se passe dans l'Est du pays, quand bien même nous sommes en train de dénoncer certaines personnes qui se donnent le luxe de s'allier avec les rebelles du M23, pensez-vous quand même que le peuple retrouvera une lueur d'espoir au regard de tout ce que le gouvernement actuel est en train d'enregistrer comme progrès? Merci beaucoup pour la question, mais permettez-moi un tout petit peu de revenir un peu sur la question du gouverneur, sur la question de la ville de Kinshasa. D'accord. Vous savez, peut-être les gens ne savent pas. La ville de Kinshasa, c'est une ville que je peux aussi appeler agricole. Kinshasa, c'est une ville qui a une superficie de 9 965 000 km². De cet espace-là, la commune de Maluku, à elle seule, occupe 73% de cette superficie-là. Mais quand vous voyez le candidat gouverneur qui sont là, personne ne fait allusion à l'agriculture pour la ville de Kinshasa. Le fleuve Congo passe tout au long de la ville de Kinshasa. Mais aucun des gouverneurs ne pense aux pêches et à l'élevage pour la ville de Kinshasa. Et pourtant, ce sont des éléments clés pour rencontrer, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État. Il a parlé dans son speech, le jour de son investiture, de créer d'emplois. Vous allez créer de l'emploi dans quel secteur? Si vous négligez le secteur agricole. Comment vous allez combattre la famine ou bien mettre au centre de votre action l'aspect social?
si vous ne pensez pas à l'agriculture, la ville de Kinshasa, les gens se limitent à l'aspect tertiaire. Ouais, le service, le banque, le commerce et tout. Non, ça ne devrait pas être ça. L'objectif pour la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est une ville agricole, monsieur. 73%, s'il vous plaît, de sa superficie est occupée par la commune de Maluku. Et ce sont des terres arables, inoccupées. Mais pourquoi la ville ne peut pas s'investir dans l'agriculture pour donner à sa population, à la population quinoise, à manger? Créer des usines, des industries agroalimentaires. Là, c'est quoi là de la province? Mais quand vous allez voir les gens venir ici, ils se limitent dans des aspects politiques, ils ne pensent pas au programme. La ville de Kinshasa est capable, et à mesure, si on y met l'intelligence de produire l'alimentation et de subvenir aux besoins alimentaires de sa population, sans faire recours, pas même au riz de Bumba, parce que Kinshasa serait à mesure de se produire le riz. Mais quand vous allez sur le marché, c'est le riz qui vient du Pakistan qui surplombe le marché. La viande que nous mangeons à Kinshasa, ça nous vient d'où? De pays étrangers. Le poisson que nous mangeons à Kinshasa, ça nous vient de Namibie. Et ça, c'est très grave. Les autorités du pays pensent à cet aspect-là. Pour revenir à cette question-là de la sécurité, nous l'avons plusieurs fois déballé sur votre plateau ici. Et j'ai toujours dit que seuls nous, Congolais, nous pouvons nous battre, accepter de mourir pour notre pays. Kagame, dans son arrogance, il est en train de faire ce qu'il fait pour son pays. Et nous devons penser quoi faire pour notre pays. Au Rwanda, quand un particulier met en danger les intérêts généraux du Rwanda, il a les sorts qui lui est réservé. Au Congo, quand il y a détournement, quand il y a corruption, quand il y a l'impunité, qu'est-ce qu'on fait des auteurs de ce vice dont Mukwege avait parlé? C'est ça le problème, en fait. En fait, le problème sur lequel le chef d'État devrait d'abord se baser, ce sont des problèmes qui sont qualitatifs et non quantitatifs pour résoudre les problèmes que nous avons. Le détournement, les injustices. Et pendant ce temps, la situation sécuritaire aussi reste attendante. En fait, quand on maîtrise à combattre le détournement au sein de nos services administratifs, nos services de sécurité et tout, vous allez voir comment est-ce que beaucoup de choses vont se stabiliser. Ouais. Vous allez voir comment beaucoup de choses vont se stabiliser. Et ceux qui sont au front, ils auront ce qui leur est dû par l'État à temps réel. C'est à ces questions-là qu'il faut commencer à se camponner. Tout d'abord, Dr Denis Mukwege, pendant sa campagne électorale, il avait donné des solutions aux problèmes que nous avons et mettre fin aux velléités des Congolais qui veulent aller s'enrôler, n'est-ce pas, dans les groupes armés. Le docteur Mukwege a fait le plaidoirie partout dans le monde et ici au niveau national à travers ce qu'on appelle le rapport mapping. Parce que moi, les rapports mapping retracent et même si des noms des acteurs qui ont endeuillé nos populations par le passé. Et la solution qu'il a donnée à ces rapports mapping, c'est de créer, n'est-ce pas, dans notre pays, le tribunal pénal international pour la RDC. Parce que cela permettra de poursuivre tous ceux qui ont endeuillé, tous ceux qui ont participé dans des crimes au niveau national et au niveau international contre nos populations en République démocratique du Congo. Vous allez vous souvenir, pas Makenga, mais Jean Bosco Ntaganda, qui se prévalait de la nationalité congolaise. Il avait fui à un moment donné et sous la pression de la communauté internationale, il a été arrêté au Rwanda. Et il a été transféré au tribunal pénal international, à la CPI. Et le monsieur a été jugé là-bas, il est aujourd'hui en prison. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui, après avoir commis des crimes, ils se sont enfouis à l'extérieur. Et du coup, la justice congolaise ne peut pas mettre la main sur eux. Mais s'il y a un tribunal pénal international pour la RDC, ouais, bien établi, et la diplomatie congolaise, forte comme on nous la présente, coopère bien avec le pays dans lequel ses compatriotes ont fui, ils peuvent être poursuivis et condamnés à perpétuité pour les crimes qu'ils ont occasionnés. Ça, c'est un élément. Un autre élément, notre armée doit être structurée. On doit débarrasser l'armée congolaise
de tous les infiltrés possibles. S'il y a soupçon d'infiltration ou de trahison à tel ou tel autre niveau, mais nous avons nos lois internes. La justice militaire existe. Qu'on applique la loi. C'est là que le docteur Denis Mukwege parlait de combattre l'impunité. On doit combattre l'impunité. Parce que ce sont des éléments qui tirent vers le bas la montée en puissance de notre armée, mais aussi le développement de notre pays. Si on n'est pas sérieux face à d'autres nations, à d'autres États, c'est parce que nous, à l'interne, déjà, on n'est pas responsable, on n'est pas sérieux vis-à-vis de nos textes qui régissent le pays. Ouais, c'est là qu'il y a le problème. Et donc, on doit commencer d'abord par s'atteler sur les questions qui sont qualitatives et non pas sur des aspects quantitatifs. Et ce sont ces éléments qualitatifs-là, j'ai cité ici, et combattre le détournement, combattre la corruption. Oui, merci. Ouais. Et ces éléments, une fois combattus, ça peut donner encore un coup de pouce à l'armée. Il y aura respect des textes qui régissent le pays, et de là, on peut évoluer maintenant sur d'autres aspects. La population congolaise a toujours soutenu le FARDC. Mais ce soutien-là de la population n'est pas suffisant. Les soldats qui sont sur le front doivent être mis dans des conditions qui doivent être mis à l'abri de tout besoin. Quand vous voyez les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, de Ouazalendo qui se plaignent, qui disent que non, ils voulaient aller dans les opérations, mais on leur demande d'être calme, d'observer d'abord le cessez-le-feu. Dans l'entretemps, les rebelles sont en train d'avancer et de gagner le terrain. Plus ils avancent, plus ils gagnent le temps, ils deviennent plus forts. Et quand nous allons en négociation, ils vont négocier en position de force. Et nous serons en position de faiblesse. Et du coup, on aura tendance à leur tout donner. Merci beaucoup. Ouais. Et donc, il faut déjà combattre à la base la malignité de Kagame. Parce que quand Kagame accepte de négocier, il peut accepter et signer des accords, mais il se fait une réserve quelque part. Merci et beaucoup. cette réserve-là surgit plus tard. Et c'est là que ceux qui vont en négociation doivent comprendre. Mais j'ai été décidé une chose. À Luanda, la photo et les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Pendant que Lututu est en train de discuter et accompagné par d'autres compatriotes, les compatriotes qui avaient accompagné le ministre de l'Intérieur étaient sur le téléphone, non concentrés sur ce qui était en train d'être dit sur les réseaux sociaux. Merci Mais beaucoup. l'administration du Rwanda était concentrée. Merci beaucoup. Et donc, nous devons savoir qui est-ce que nous envoie dans les négociations. Merci beaucoup. Et chercher à être dans une position de force pour contrecarrer les velléités de Kagame, Merci la beaucoup. malignité de Kagame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diomaye. Je reviens sur cette question. Échange Salva Kiir Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente du processus de Nairobi et de Luanda. Pensez-vous à un nouveau résultat? Je pense que moi, je suis en train de plébisciter les dynamismes du président Tshisekedi. Vous savez, quand je parle de la question sécuritaire de l'RDC, moi, j'aime un peu être plus large et puis être un entonnoir. Pourquoi? Parce que c'est une question qui a plusieurs aspects. La question sur l'Est de notre pays. Cette question touche globalement la République démocratique du Congo. Partons dans une approche géopolitique. Vous allez comprendre que le Congo est l'entonnoir. Je répète toujours cette chose. Le Congo est le pivot de l'Afrique. Alors, comme le Congo est le pivot de l'Afrique, ça signifie que le Congo, c'est cet élément moteur qui fera ce que l'Afrique se développe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à bloquer les pivots de l'Afrique pour bloquer le développement de l'Afrique, pour que la balance qui est entre l'Occident et l'Afrique ne se renverse pas. Parce que les clients naturels des Occidents, ce sont les Africains. Alors, si aujourd'hui les Africains trouvaient une certaine indépendance dans tout ce qu'ils font, économie, politiquement, vous allez comprendre que cette balance va être renversée. Alors, il faut faire quoi? Il faut commencer à bloquer le développement. C'est une politique qui a été utilisée, cette approche géopolitique a été utilisée au XXe siècle par les États-Unis pour bloquer le Japon. Alors, l'insécurité qui s'installe à l'Est. Le président Tshisekedi diagnostique l'insécurité. Dans son diagnostic, il part de deux éléments. Des éléments exogènes et des éléments endogènes. Pour que l'insécurité soit introduite à l'Est du pays, depuis 1994, il y a eu des facteurs internes et des facteurs externes qui ont influé. Le président Tshisekedi va avec la même démarche. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je travaille à l'interne comme à l'externe. Le président Tshisekedi commence à travailler à l'extérieur du pays par une gymnastique diplomatique.
Et à l'intérieur du pays, ils commencent à travailler par le toilettage de l'armée. Je pense que M. Marius l'a dit. L'armée congolaise. L'armée congolaise a connu des mots qui ont fait à ce que cette armée soit fragilisée. Et on ne part pas, ce ne sont pas les politiques qui partent en guerre. Ce n'est pas l'administration qui part en guerre, mais c'est la ressource humaine militaire qui part en guerre. Alors, quand cette ressource humaine est polluée, automatiquement, nous perdons la guerre. Alors, il faut faire quoi? Il faut commencer à toiletter cette ressource humaine. Regardez, 5 ans en arrière, ceux qui ont dirigé, les 5 personnes qui ont dirigé l'armée, et les 5 personnes qui dirigent l'armée aujourd'hui, en fait, prenons l'hiérarchie de l'armée, chef d'état-major adjoint, chef d'état-major, tous ces adjoints, vous allez comprendre que ces personnes n'ont pas de ramifications, n'auraient pas, pour éviter les services de sécurité, n'auraient pas de ramifications avec les rébellions. Mais si vous prenez 5 ans en arrière, ceux qui ont géré l'armée, ces personnes-là auraient, soit ils seraient cités dans les rapports McPing, soit ils seraient cités dans une rébellion quelconque, et cela c'est un mal. La question sur le brassage et le mixage, cette question aujourd'hui a fait asseoir l'infiltration dans nos services. Je vous donne un exemple. L'accord du 23 mars 2009, l'accord qui est signé entre les CNDP de Laurent Kundwa Touareg et le gouvernement congolais. Dans cet accord, on a la jeunesse de l'infiltration et du traîtrisme. Son point 8 et son point 10. Le point 10 dit ceci, que une réforme de l'armée et des services de sécurité doit être en collaboration entre les CNDP et le gouvernement congolais. Et les CNDP vont proposer des orientations stratégiques sur la réforme. Les CNDP doivent proposer des orientations stratégiques sur la réforme de l'armée et des services de sécurité. Dites-moi au monde, dans quel pays où vous aviez vu un groupe rebelle proposer à un gouvernement souverain une réforme dans ses services de sécurité et dans son armée? Et les CNDP proposeraient au gouvernement congolais un modèle du découpage territorial. En 2009, les CNDP. Or, en 2006, notre constitution prévoit déjà le découpement administratif de notre pays. Comme M. Tshisekedi vient, il trouve cette ambiguïté. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce pauvre monsieur? Réfléchissons. Aujourd'hui, M. Tshisekedi déclarer la guerre au Rwanda. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? Les alliés officiels du Rwanda vont s'afficher. Les alliés officiels du Rwanda vont s'afficher. Ils vont ravitailler le Rwanda en armement et en logistique pour que le Rwanda nous mène. Et quand le Rwanda va mener, on va aller dans un terrain de négociation parce que la diplomatie ne cesse jamais. Et dans le terrain de négociation, qui va aller en position de force? M. Tshisekedi, c'est un fin stratège. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour structurer la ressource humaine interne. La ressource humaine interne aujourd'hui, ce sont les services d'intelligence, c'est l'armée. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a un toilettage aujourd'hui avec la levée des moratoires. Vous voyez comment les gens sont en train de crier. Pourquoi? Parce que la levée des moratoires va faire à ce que toutes les personnes qui auront les séquelles du traîtrisme vont être sanctionnées. Surtout, vous voyez comment est-ce qu'on est en train de juger les généraux à l'est du pays. Merci beaucoup. Vous avez vu? Donc, je pense que cette gymnastique... Moi, la question diplomatique sur le président Tshisekedi, par la manière dont le président Tshisekedi agit, pour moi, j'adopte ça comme une approche stratégique de M. Tshisekedi. Merci. Ce n'est pas une alternative finale que M. Tshisekedi utilise, mais c'est une alternative stratégique. Pourquoi? C'est pour élastifier les temps. L'élastification du temps nous permet à ce que nous puissions structurer et asseoir notre ressource humaine sécuritaire, notre appareil sécuritaire. Et quand l'appareil sécuritaire est assis, toutes ces gymnastiques ne seront plus. Merci beaucoup, Diomaye. Vous avez parlé tout à l'heure de la levée du moratoire sur la peine de mort. Et sur cette situation, le VPM des affaires étrangères, Christophe Lutundola, serré les bretelles aux ambassadeurs de pays qui avaient sévèrement critiqué la levée de cette mesure. C'était au début de la semaine. Et je donne la parole pour finir cette émission sur ces sujets à Prince Itokola. Échange Salva Kiir. On nous renvoie de revenir encore aux discussions de Nairobi et Luanda. Pensez-vous que cette fois-ci, ça va donner quand même une solution? Ouais, merci beaucoup. C'est une question qu'on ne peut pas traiter avec légèreté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des rumeurs.
qui circulent. Non, le président a essayé avec sa diplomatie, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, tout le monde aurait, peut-être tout le monde aurait l'espoir à la guerre, et qu'aujourd'hui, la guerre n'est pas déclarée, tout ça. C'est une question sensible. Mais moi, je me pose la question, parce que ce que j'ai aimé dans l'émission, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de tiraillement. Pourquoi? Parce que c'est un débat qui englobe tout le monde. Un débat qualitatif. Qualitatif, voilà. C'est ce que je peux dire. Mon frère venait de dire, lorsque nous voulons parler de la guerre, aujourd'hui, déclarer la guerre, nous allons voir d'abord l'état dans lequel notre pays se retrouve. Nous avons un problème au sein de l'armée. Vous le savez, le président de la République est en train de chercher comment ajouter une touche, comme le disait mon frère, qualitatif au sein de l'armée. Ça veut dire que l'armée souffrait. L'armée avait des problèmes parce que nous venons d'une armée de brassage, de mixage. Il y avait aujourd'hui, vous voyez, moi, ça me fait mal. C'est aussi rare d'entendre aux États-Unis comme à la France, parce que ce sont des modèles que l'Afrique prend aujourd'hui, un général de l'armée ou un colonel de l'armée qui se déclare aller dans un cas de l'ennemi. C'est aberrant. Je ne peux pas comprendre cela. Et je suis abasourdi d'apprendre cette nouvelle-là. C'est anormal. Mais aujourd'hui, le président de Tshisekedi est confronté par cette situation-là où l'armée lui-même, son armée lui-même ne faisait pas confiance à son armée. Ça veut dire que même sa sécurité avait un problème. Vous allez comprendre. Là, les éléments de l'armée n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait travailler cette armée. Mais est-ce qu'il faut travailler cette armée, mais en laissant nos frères mourir là-bas? Non. C'est la raison pour laquelle le président Tshisekedi ne baisse pas les bras. Il est en train de toucher l'aspect diplomatique en faisant recours par des négociations, par des médiations, voire même les bons offices. C'est pourquoi? C'est pour permettre à notre armée de monter en puissance, devenir cette armée-là que nous attendions, Et sans cela, en tout cas, nous ne faisons rien. Et c'est pour cela que nous soutenons cette démarche qu'a pris le président de la République. Parce que cette démarche-là les permet, parce qu'il a déjà compris la maladie de cette armée, mais le permettra alors de retravailler cette armée avec le gouvernement qui viendra. Vous verrez que nous serons dans une même maison et dans une belle maison. Et sinon, ça va poser problème. Parce que moi, j'ai toujours dit, même si on déclarait la guerre aujourd'hui, rappelez-vous, même parlons du social. Aujourd'hui, si on déclare la guerre ici, dans la ville de Kinshasa, et d'ailleurs, nous vivons par ce terme ici qu'on dit taux du jour. Vous pensez que la guerre, une semaine ici à Kinshasa, les gens vont survivre? Et la même population là qui serait en danger va envoyer M. Tshisekedi de déclarer directement la guerre. Non, c'est un sage pour ces pays, je vous dis. Il doit d'abord poursuivre les négociations pour se charger de la force. Et lorsque nous aurons la force, vous verrez ces Rwandais-là. Les Rwandais ne représentent rien. Merci beaucoup, Prince Kitoko. Là, nous sommes arrivés à la fin, pratiquement à la fin de cette émission. Pas des minutes. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi ici de lancer ce cri d'alarme de la population de Walungu, qui, sur la route nationale numéro 2, le tronçon entre Bukavu et Walungu, est devenu totalement impraticable. Et c'est surtout que c'est la seule entrée par véhicule de ce territoire-là. Et sur ce tronçon-là, au niveau de Kachanja, on construit un centre qu'on appelle le quartier général de STM, qui est ce centre qui fait la promotion de la mathématique et fait aussi la promotion de l'entrepreneuriat dans les domaines de mathématiques, dans les domaines de technologie et de la science. Vous savez que c'est un domaine très difficile et c'est rare de trouver des Congolais ou bien des particuliers qui s'investissent dans ces domaines-là. Okay. Mais il y a eu une compatriote qu'on appelle professeur docteur Sandrine Galula, qui est professeur à l'université de Toledo aux États-Unis. Il a pris cette volonté-là, ce courage-là de venir investir, je dis bien à Walungu, dans les territoires de Walungu,
pour donner la facilité, pour encourager les jeunes qui veulent se lancer dans ces domaines-là, de la technologie, de la mathématique et de la science, pour qu'ils puissent avoir cette facilité d'être promis, afin que, lorsque le chef de l'État va créer de l'emploi dans ces domaines-là, que la République démocratique du Congo ne puisse pas manquer le main-d'œuvre. C'est pourquoi je lance ce cri d'alarme à tous ceux qui ont la responsabilité de faciliter la construction ou bien la réhabilitation de cette route-là, qu'ils mettent tout en œuvre. Là, je fais appel au ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, au ministre du Budget, M. Mebodji, le gouverneur de la ville de Bukavu, pour qu'il puisse mettre tout en œuvre, afin que ce centre-là puisse pas prendre son envol pour le bien-être de la population. Merci beaucoup, Marius Moubalama. En tout cas, je vous vole s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il n'y a pas moyen, Marius Moubalama, je rappelle que vous êtes proche de Denis Mukwege, analyste politique. Merci à Prince Itokola, cadre de UND, Dieu Maëlé, politologue. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci.